Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette édition spéciale du Web Journal de Radio-Québec, édition du 20 août 2020, en après-midi ici au Québec, en début de soirée en France. Alors on va parler rapidement de cette deuxième vague qu'on essaie de nous faire avaler depuis quelques jours, là, ça s'accélère. On va parler de cet appui de taille qu'a reçu au Québec le mouvement contestataire des mesures contre le masque obligatoire. Donc, un appui important, celui de l'ancien super ministre Jacques Brassard, qui appuie le mouvement de contestation des masques obligatoires. Jacques Brassard a été ministre dans 5 gouvernements du Parti québécois pendant 25 ans. Ça a été un des piliers du mouvement souverainiste au Québec. Un monstre politique qui nous donne raison finalement, je veux dire, pas sur tout évidemment, mais sur la question du masque. On va parler aussi de Skynet, l'Australie qui déploie Skynet. Donc, on avance, là, je ne sais pas si c'était cette semaine ou un peu plus tôt. Des fois, il y a des problèmes de temps sur Internet. Alors, l'Australie qui vient de déployer des drones ou qui a déployé il y a un certain temps des drones pour surveiller les récidivistes du COVID, surveiller l'application des mesures d'urgence sanitaire. Et là, on va se questionner sur cette utilisation marquée de drones et la robotisation des forces de l'ordre, la robotisation croissante des forces de l'ordre partout dans le monde. On nous prépare à ça. Vous savez qu'il y a beaucoup de... Dans les films, dans les séries, j'en ai parlé, j'ai montré beaucoup de clips comme la série Upload, qui a été tournée en 2019, où est-ce qu'on nous montrait des gens dans les transports en commun avec les masques comme obligatoires, c'est des N95, etc. Il y a du placement de produits à l'avance dans les séries, j'en ai déjà parlé. Pourquoi en 2019, on aurait montré des images de gens avec des masques qui se protègent d'une pandémie dans une série qui allait être, je veux dire, rendue publique en 2020? Fouillez-moi. Maintenant, c'est la même chose avec la chloroquine. Pourquoi la chloroquine a été retirée des étagères juste avant la pandémie, vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, c'est la même chose avec la robotisation des forces de l'ordre. On nous place le produit. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de films où est-ce qu'on voit des policiers robotisés dans Chappie, dans Robocop. On nous montre de plus en plus des forces de police automatisées. Eh bien, c'est parce que les forces de l'ordre, les humains ont encore une composante morale. Et les mondialistes, dans le système technocratique qu'ils essaient de mettre en place partout dans le monde, un système dans lequel, évidemment, les gouvernements élus n'ont plus leur mot à dire. On le sait, hein, ce sont les technocrates qui dirigent partout. Ce sont les Arruda de ce monde qui imposent, qui font la loi, qui déterminent les règles, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. On fait chanter les gouvernements par la dette et donc les gouvernements, on s'est rendu compte avec cette pandémie que les gouvernements partout dans le monde n'étaient plus souverains. Ils étaient soumis au cartel bancaire international et les gens qu'on élit à nos assemblées nationales respectives ne sont que des marionnettes au service du système bancaire international. On les fait chanter par la dette, par l'octroi de prêts, etc. Je vous en ai parlé lors du dernier web journal. On va juste faire un petit aparté ici. Vous voyez, la Thaïlande qui met les enfants dans des cages comme ça, qui applique des mesures de distanciation sociale les plus strictes au monde, eh bien, la Thaïlande se fait octroyer un prêt de 7 milliards de dollars pour faire face à la crise, etc. Donc, j'en ai parlé. Si les pays se conforment aux règles du FMI, de la Banque mondiale, etc., on leur prête de l'argent. Cependant, les pays qui ne se conforment pas, comme la Biélorussie, eh bien là, c'est les manifestations style révolution colorée pour faire chuter les gouvernements. En Bélarus, plusieurs milliers de manifestants rassemblés à Minsk. La Biélorussie, manifestation contre le pouvoir Loubachenko, appelle ses partisans à défendre le pays. Donc, si on résiste au cartel bancaire, révolution colorée immédiatement pour faire tomber le pouvoir. Et si, cependant, on met les enfants dans des cages, si on applique les mesures strictes de distanciation sociale, eh bien, là, on reçoit de l'argent. Vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, de plus en plus, les mondialistes essaient de se débarrasser de la composante morale des forces armées. On sait au Québec, les forces armées sont réticentes à intervenir lors des rassemblements. Ils ont dit à plusieurs reprises que le droit de manifester, la liberté d'expression primait sur certaines règles. Hein,
certaines règles du code civil, du code criminel, du code civil, je pense. Et là, il y a des gens qui s'en offusquent, hein, des journalistes comme Joseph Facal, qui vient d'écrire aujourd'hui, journaliste, là, disons des plumes dans les journaux comme celle de Joseph Facal, qui s'insurge du fait que la police ne fasse pas son travail. Et là, il somme la police d'aller, donner des amendes, arrêter les gens, etc. Et donc, étant donné que la police a encore du libre arbitre, et c'est pour ça qu'on est allé voir la SQ, étant donné que la police a encore un certain libre arbitre, eh bien là, les mondialistes se dirigent vers la robotisation des forces de l'ordre afin que, vous l'avez vu aussi dans le film Elysium, c'est avec, comment il s'appelle, Matt Damon, les forces robotisées, les forces de police sont robotisées. C'est parce qu'on veut enlever l'élément, la composante morale dans tout ça. Alors, je vous montre tout de suite, avant de continuer avec première vague, deuxième vague, etc., le clip en Australie, la télévision australienne, qui nous annonce que des drones seront maintenant utilisés, comme dans le film Terminator, là, des drones pour surveiller les parcs et les endroits, pour pas qu'il y ait de rassemblement, afin d'envoyer les forces de police, le cas où. Si la voiture aussi en Australie, je pense qu'on n'a pas le droit de dépasser, de sortir d'un rayon de 100 km de son appartement, de sa maison. Si on dépasse le 100 km, les drones sont utilisés pour surveiller la population. On est dans un État totalitaire. Il y avait aussi, je vous en avais parlé, là, au New Jersey, qu'on appliquait ça, des drones pour surveiller la population avec des haut-parleurs, où est-ce qu'on disait aux gens, rentrez chez vous, séparez-vous, vous êtes à moins de 2 mètres, vous ne respectez pas la distanciation sociale. On est en train d'embarquer dans ce monde-là. Là, les nouilles comme Sophie Durocher ne se rendent pas compte de ça, que c'est la pente glissante vers la dictature technocratique sanitaire. Je vous montre le vidéo de cette chaîne australienne. Police are preparing to launch their aerial arsenal as part of a crackdown on COVID rule breakers. High-powered drones will be used to find people not wearing masks and cars too far from home. Alors, les drones vont être utilisés pour détecter des personnes qui ne portent pas les masques et des voitures qui sont trop loin de la maison. Sky-high surveillance as we battle to control COVID. Elle dit la surveillance aérienne pour contrôler le COVID. Non, c'est pour contrôler les gens avec les caméras digitales, les caméras thermiques. On a vu ça au début de la pandémie. Hein? Next week, Victoria Police will dispatch drones. They'll be keeping a watch on St Kilda and Port Melbourne Beach, making sure skate parks and playgrounds remain empty. And for those who head to the park, a mask is a must, or at least a face covering. Are they knickers? Yeah, it's my knickers. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe en Australie? Ils sont durs, hein? Qu'est-ce qui se passe quand on n'obtempère pas, quand on ne porte pas le masque? Si on ne porte pas le masque en Australie, on se fait interpeller par la police et là, on demande une pièce d'identité, etc. et ça mène à des arrestations. Vous en avez vu plusieurs vidéos qui ont circulé sur Internet. J'en ai retweeté plusieurs sur Twitter d'arrestations musclées de personnes qui ne portaient pas le masque. Et là, je vous montre une autre de ces arrestations en Australie. Est-ce que je l'ai ici? Non. Est-ce que je l'ai mis? Non. Ah, je pense que je ne l'ai pas mis. Mise. Est-ce que c'est ça ici? Non, c'est pas ça. Je l'ai oublié. En tout cas, des vidéos où est-ce qu'on voit des arrestations forcées, c'est-à-dire la personne refuse de s'identifier. Je vais vous le mettre directement comme ça. Attendez un instant. Je l'ai ici. Voilà. Hey, mate. Il l'étrangle, tu sais, à la George Floyd. C'est un étranglement, les deux bras sur le cou. Oh my God.
Alors, c'est comme ça qu'on opère dans le monde post-COVID, là. Si vous obtempérez pas, si les drones vous détectent sans masque, on envoie la police, ils vont vous étrangler, on va vous amener dans des centres de détention COVID. J'ai tout montré les images, alors je ne sais pas, tu sais, ça se fait graduellement. On teste les trucs et la réponse de la population comme les mondialistes font d'habitude. Là, on essaye les mesures, on applique ça localement, on regarde les arguments pour et contre, et puis après ça, on applique, on corrige et on applique à l'ensemble du système. Ils font toujours ça partout. Maintenant, je vais vous montrer d'autres vidéos. Une vidéo où est-ce qu'on voit justement des enfants. Est-ce que c'est celui-là? Attendez, je l'avais ici. Où est-ce qu'on voit des enfants dans des bulles. Oui, ça c'est aussi ce qu'on nous propose. Donc, il y a une panoplie de compagnies qui nous proposent des produits COVID pour retourner à l'école. On enferme les enfants dans des bulles. Il y a toutes sortes de produits qu'on offre aussi, des scaphandres. Vous les avez vus passer. Donc, l'ensemble de la société contrôlée. On essaye d'imposer la peur à la société. Tout ça, évidemment, pour un nombre de morts artificiels. Les morts ne sont plus au rendez-vous. On se demande qu'est-ce qui va se passer avec la deuxième vague parce que là, ils ont été chercher un maximum de morts dans les EHPAD et les CHSLD, etc. Où est-ce qu'ils vont bien trouver leurs morts pour la deuxième vague, pour justifier la deuxième vague? Parce que, la population maintenant est au courant. Il y a une partie de plus en plus croissante de la population qui est au courant. Il n'y a plus l'effet de surprise COVID, là. C'est-à-dire que on les surveille et donc ils vont devoir être plus prudents dans leurs mensonges. Mais ils n'auront plus rien ou ils ont gratté les fonds de tiroir pour les morts. Ils vont juste avoir une augmentation de cas. Et donc, la deuxième vague ne va reposer que sur une augmentation de cas. Et c'est ce qu'ils font un peu partout dans le monde. Vous le voyez, par exemple, ici en Espagne. Hein, vous voyez comme en orange, la petite ligne en orange en bas, c'est le nombre de décès. Et la ligne en bleu, c'est le nombre de cas. Donc, il y a une augmentation des cas, mais les décès la ligne reste plate. Même chose en France ici. Vous avez la courbe verte, c'est le nombre de tests. Donc, on augmente de façon dramatique le nombre de tests, ce qui provoque une augmentation des cas positifs, évidemment. Vous avez ça à la ligne en noir, mais la courbe en rouge en bas, les décès demeure, je veux dire, c'est la ligne plate. Il n'y a pas d'augmentation des décès. Il y a juste des augmentations des cas parce qu'on teste davantage avec des tests, disons-le, qui ne sont pas vraiment fiables. Si on testait pour la grippe, on aurait le même genre d'éclosion de la grippe partout parce que, tu sais, le virus existe, n'est pas complètement disparu. Le virus existe en été et on obtiendrait le même genre de résultat avec la grippe, c'est-à-dire une courbe plate pour les décès de la grippe, avec une augmentation des tests puis une augmentation des cas positifs. C'est-à-dire que ça suit exactement la même logique que la grippe. Le virus n'est plus dangereux. D'ailleurs, il y a la Suisse qui vient de se rendre compte qu'il n'y avait eu aucune surmortalité en Suisse. J'ai reçu des questions, il y a des gens qui me posaient la question, qu'est-ce que je réponds aux gens qui me disent qu'il y a de la surmortalité? Je l'ai déjà expliqué dans un web journal. Je ne peux pas toujours revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de reports de chirurgie et de trucs comme, les gens ne sont pas allés voir leur médecin, n'ont pas reçu les transfusions. Toutes les ressources ont été détournées vers des ailes COVID qui étaient comme sous-utilisées. On a drainé le système de santé. On a détruit toute l'aspect organique de la santé. Le système lui-même a été détruit au profit du COVID. Ce qui a causé évidemment une surmortalité. La surmortalité aussi, elle arrive quand les employés quittent les CHSLD, les résidences de personnes âgées, quand on accélère les décès avec du Rivatrol, je ne me rappelle plus c'est quoi la drogue en France. Au lieu de les soigner, on accélère le décès. Au Québec, il n'y avait plus personne pour s'occuper des personnes âgées dans les CHSLD. Ils sont morts dans leurs excréments. Ils n'ont pas pris leur médication pendant des semaines. Vous le savez, là, ils sont morts de faim aussi. Ils ont crevé de faim. On les a abandonnés. C'est un scandale. Elle est là, la surmortalité. Elle vient d'un effondrement des structures médicales, des structures sanitaires. Ce n'est pas le virus lui-même qui a causé ça. Okay? Le virus lui-même
en fait, on a rentré tous les chiffres aux États-Unis, je l'ai montré, il y a quelque chose comme seulement 6%, j'ai montré les chiffres du CDC, 6% des décès qui sont effectivement seulement du COVID. Le reste, c'est COVID plus pneumonie plus grippe, ou il y a même des accidents de moto qui sont rentrés là-dedans. Je vous en avais montré quelques éléments, quelques événements. Donc, au début de la pandémie, on vous a montré plusieurs vidéos et messages de personnes qui affirmaient que leurs proches étaient morts de cancer, d'AVC et même des suicides. On montrait les messages. Les gens nous écrivaient mon proche est, est mort d'un cancer. C'est marqué COVID sur le certificat de décès. Alors, c'était rentré dans les statistiques du COVID. Maintenant, j'avais une vidéo que je voulais présenter au début de la pandémie, mais je n'ai jamais trouvé la source de la vidéo. Alors, je me suis abstenu parce que je n'étais pas capable de dire d'où elle venait. J'ai trouvé finalement la source. Donc, c'est la directrice des soins hospitaliers, genre de l'Illinois, qui explique en vidéo comment les cas COVID sont classés. C'est-à-dire, elle explique finalement, elle dit carrément, elle le dit à la caméra, que quelqu'un qui a un cancer en phase terminale, puis là, on le teste, là, genre 2 jours avant sa mort, là, puis le test vient positif COVID, ils ne vont pas marquer que c'est le cancer qui l'a tué. Même s'il était en phase terminale, puis ils l'ont testé comme il est mort du cancer, là, dès que tu testes positif, tu rentres dans les statistiques de COVID. C'est ce qu'Arruda a dit, c'est ce qu'Arruda a expliqué quand il parlait de principe de précaution. Ils rentrent toutes dans les statistiques COVID, tous les morts, puis après, on fait le décompte. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais nettoyé les chiffres après. OK? Alors, je vous montre ce vidéo important où est-ce qu'on a une représentante de l'État de l'Illinois qui nous explique cette fraude pour ceux qui en doutent encore. Illinois' virus-related death toll continues to climb. The director of public health took time today to explain how the department rules someone... C'est la Arruda, donc le director of public health, la Arruda de l'État de l'Illinois. Actual COVID death. It can be a little confusing. She says anyone who has COVID when they pass away will be included in that category. Dr. N'importe qui a le COVID au moment de la mort va être inclus dans les statistiques du COVID. Et j'ai montré Jane Burks qui avait dit exactement la même chose en conférence à la Maison-Blanche. Asia Zike explained this does not mean the virus caused that death, but if... Ça ne veut pas dire que le virus a causé la mort, mais qu'il était présent à la mort. Et là, on les rend dans les statistiques COVID. C'est comme ça qu'on arrive à 150 000 personnes mortes du COVID aux États-Unis. En fait, il y en a juste 9-10 000. One does test positive for COVID before dying. That is classified a coronavirus fatality. You were in hospice and had already been given, a few weeks to live, and then you also were found to have COVID, that would be counted as a COVID death. It means... Alors, si tu es dans une résidence de personnes âgées et on t'a diagnostiqué comme te restant seulement quelques semaines à vivre, mais que tu testes positif au COVID, tu vas être considéré mort du COVID, même si tu es mort de d'autres choses. That if... technically, even if you died of a clear alternate cause, but you had COVID at the same time, it's still listed as a COVID death. So, elle dit, même si c'est clair, even if it's clear that you died from alternative cause, même si c'est clair que tu es morte de cancer, d'un AVC, c'est une crise cardiaque, même even if it's clear that you died from an alternative cause, it's still going to be counted as COVID. On va compter quand même ça comme COVID. C'est ça qui s'est passé au Québec, en France, en Suisse, en Belgique, etc. C'est la même méthode qui a été utilisée partout. Je l'ai démontré durant la pandémie. Everyone who's listed as a COVID death doesn't mean that was the cause of the death, but they Tous ceux qui sont listés comme morts du COVID, ça ne veut pas dire que c'est la cause du décès. Had COVID at the time of death. And Dr. Zike also said one of the health departments... Ah, j'ai manqué, en tout cas, je pensais que l'extrait allait plus loin. Elle parle de cancer, elle est très claire, et puis elle dit justement, comme par exemple, si te reste 2 semaines à vivre, et que tu es en cancer phase terminale, et puis malheureusement, tu as le COVID, tu testes positif, tu vas être considéré comme morte du COVID. Voilà. Alors, il y a des gens qui essaient de nous imposer cette deuxième vague et qui... nous l'enfonce dans le fond de la gorge. Justement, aujourd'hui, Joseph Facal parlait de deuxième vague. Il disait dans son article «
il y aura une deuxième vague. Ce n'est pas une question de si, mais une question de quand. Alors, depuis quand, sur quoi Joseph Facal s'appuie pour nous affirmer une telle chose? Sur absolument rien. Là, c'est un argument, c'est une prononciation ex cathedra, c'est-à-dire, c'est un argument d'autorité presque, là, genre, écoutez, moi, je suis un journaliste. Il n'a aucune preuve qu'il va effectivement y avoir une deuxième vague. Il n'y a pas eu de deuxième vague de SRAS ou de MERS, OK, dans les coronavirus. Il s'appuie sur rien. Et là, il dit, étant donné qu'il y a une deuxième vague, il faut maintenant que la police fasse son travail, qu'elle vienne nous matraquer, nous donner des amendes, etc. Il donne une liste de rassemblements auxquels la police, dans lesquels la police n'est pas intervenue. Il récidivait il y a quelques semaines en parlant de la prochaine bataille pour les vaccins. Il disait la population est réfractaire au vaccin. Il va falloir trouver des arguments et des façons de les forcer à prendre le vaccin. Il disait dans son article, hein, « Tout a été dit sur les crétins qui refusent de porter le masque et croient que tout ceci est un vaste complot. » Alors, il nous traite de crétins. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a Dutrisac ici qui disait qu'il fallait couper les réseaux sociaux. Mario Dumont a dit, un autre journaliste, « Mais les tragédies provoquées par ce dernier virus sont trop lourdes pour qu'on accepte de laisser courir, magasiner et travailler parmi nous ceux qui refuseraient le vaccin. » Hein? Donc, rouvrir Gagnon pour leur créer un habitat en circuit fermé. Je blague à peine dans le difficile équilibre entre liberté individuelle et obligation envers la communauté. Le cas présent est extrême. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Gagnon, c'est le goulag. C'est une ville qui a été fermée dans je veux dire, très, très, très loin au nord du Québec. C'est-à-dire qu'ils voudraient nous... C'est l'équivalent de nous envoyer au goulag. Il n'y a personne à Gagnon, c'est fermé et donc on serait envoyé... Voilà. Même chose avec Richard Martineau et les journalistes de Québécois, là, ils ne vont pas avec le dos de la cuillère. Vous comprenez que ce sont parmi les plus actifs présentement dans le ciblage de la contestation présentement. Parce que nous sommes l'opposition, hein, je l'ai dit sur Twitter, là, il n'y a plus d'opposition nulle part à l'Assemblée nationale, plus d'opposition dans les médias, personne qui fait le travail de recherche et Nous sommes, à l'ère du COVID, là, ceux que les médias appellent les conspirationnistes, c'est-à-dire nous autres, ceux qui faisons de la recherche, sommes la seule opposition qui existe dans les pays occidentaux. Voilà. Martineau, là, je vous rappelle, il y a quelques années, Martineau était allé, dans le cadre des francs-tireurs, interroger l'avocat émérite Vergès, Georges Vergès. C'est Jacques Vergès, je pense que c'est ça. Et il s'était fait retourner, il s'était fait mettre à la porte de l'appartement de Jacques Vergès. Jacques, parce qu'il posait les questions, il essayait de le lier, je pense, au nazisme ou à de la dictature ou des choses comme ça. Et là, il a dit, tu viens m'interviewer chez moi, puis tu as ce genre d'attitude-là, je te fous à la porte. Je ne me rappelle plus c'est quoi exactement, qu'est-ce que Martineau avait insinué. Il dit, si vous le prenez sur ce ton, l'entretien est terminé. Ce chantage, je ne l'admets pas. Je ne donne pas d'interview sous la terreur, parce que c'est ça que les journalistes font. Ils sont impliqués dans de la terreur, du terrorisme intellectuel. Ce système de terrorisme intellectuel, je ne l'admets pas. Et la question que vous venez de me poser vous élimine en tant que journaliste honnête. Alors, Dutrisac, Durocher, Martineau, Facal et toute la gang, Lise Ravary, tout le monde, vous pratiquez le terrorisme intellectuel. C'est ça que vous faites. Et vous vous disqualifiez en tant que journaliste. Vous n'êtes pas des journalistes. OK? Et là, il dit, allez-vous-en. Il fout Martineau à la porte. Vous pouvez trouver ça sur Internet, Vergès, Martineau. Allez-vous-en. Non, allez-vous-en. Partez, je ne veux plus vous voir. Ne me forcez pas à appeler la police. Dehors, foutez le camp, ça suffit. Vous n'êtes pas chez vous. Je vous ai dit de partir. Voilà. Alors, là où je voulais en venir, c'est que les journalistes, on le voit surtout au Québec, les journalistes pratiquent le terrorisme intellectuel depuis le début de la pandémie. Et on a parlé de terrorisme d'État. C'est ce que pratique Horacio Arruda, avec la complicité des journalistes qui pratiquent le terrorisme intellectuel. Et là, qu'est-ce que c'est le terrorisme intellectuel? Alors, on va juste regarder Wikipédia. Donc, terrorisme intellectuel. Le terrorisme intellectuel, je vous avais donné la définition du terrorisme d'État et ça collait bien à ce que Arruda et Legault étaient en train de faire peur à la population avec des faux chiffres. Hein? Donc, le terrorisme intellectuel est la pratique qui, au moyen d'arguments et de procédés intellectuels, publications, interventions, médias, etc.,
vise à intimider pour empêcher la formation d'idées gênantes. Que les idées visées soient fausses, vraies ou discutables, ou limiter leur diffusion. C'est ce que les médias sont en train de faire. Ils sont en train de pratiquer, c'est la définition par excellence du terrorisme intellectuel. Regardez comment ils parlent de nous, comment ils disent, ils torpillent, ils insultent et appellent, jettent l'anathème sur tous ceux qui posent des questions. Hein? Quel que soit le genre de questionnement. Donc, la pratique et au moyen d'arguments de procédés intellectuels vise à limiter pour empêcher la formulation d'idées gênantes ou limiter leur diffusion. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Outils et méthodes. Cette censure idéologique ou la police de la parole, parce que c'est ça que sont devenus les journalistes maintenant, ils sont devenus les chiens de garde du système, la police de la parole. Donc, cette censure idéologique ou police de la parole vise à empêcher de parler tout ce qui n'entre pas dans les grilles de la doctrine régnante et qui sera dénoncé comme étant politiquement incorrect, conspirationniste, relevant de la correction politique dans les deux sens du mot. Correction, ce qui est correct et qui mérite d'être corrigé. Les premiers termes employés dans les procès médiatiques sont les premiers termes employés dans les procès médiatiques, parce que c'est ça, ce sont des procès médiatiques, sont dérapage, propos nauséabonds. On l'entend souvent en France, les propos nauséabonds. Réac, conspirationniste, voilà. Viennent ensuite imposture, perversion de la pensée et enfin fascisme et nazi avec le point Goodwin. Okay. On n'est pas encore rendu là, mais ils s'en viennent. Le terrorisme intellectuel n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour favoriser ses propres idées. Donc, il s'attaque à nos questionnements légitimes afin de faire triompher leurs propres idées. C'est totalement malhonnête et c'est indigne du journalisme. Vous comprenez? C'est totalement indigne du journalisme. Afin d'orienter les débats publics et donc se favoriser soi-même en tant qu'incarnation de ses idées. Voilà. Terrorisme intellectuel. Alors, il y a des gens, je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Il y a l'ancien super ministre, je dis super ministre parce qu'il a occupé tellement de fonctions, il a été là tellement longtemps, Jacques Brassard, qui appuie nos propos, qui était de passage à Radio X avec Dominique Moret, une entrevue d'une quinzaine de minutes que je vous invite à écouter sur le site de Radio X, parce qu'il parle de Trump aussi. Il a exactement la même position que Radio-Québec sur Trump, c'est-à-dire que les médias sont totalement menteurs sur Trump. Et il y a cette espèce d'unanimité. Il y a la même unanimité avec Trump qu'avec le COVID. Et donc, il dénonce tout ça. Je vais écouter un montage que j'ai fait de son entrevue avec Dominique Moret. Je suis en grogne depuis qu'on a décidé d'imposer, de rendre obligatoire le port du masque. Je pense qu'on a fait du mur à mur qui n'était pas requis ni nécessaire. Qu'est-ce que le gouvernement devrait comprendre des gens qui sortent dans la rue pour manifester contre le port du masque obligatoire? Parce qu'il y en a de plus en plus. Il y aura une manif d'ailleurs en fin de semaine. Je pense qu'il y a un message qui doit être compris, que les élites se contredisent à qui mieux mieux et que le port du masque obligatoire peut très certainement se questionner. Le port du masque obligatoire pour les enfants de 10 ans à l'école également doit se questionner. Donc, qu'est-ce que le gouvernement doit comprendre de cette masse de plus en plus grande de gens qui questionnent, M. Brassard? En fait, je pense que j'ai mal fait mon montage. Là. Il manque la section où est-ce qu'il dit qu'il nous appuie. C'est dommage parce que c'est ça le clou. Dans l'entrevue, il dit « Ben, je les appuie, ceux qui manifestent. » OK? Alors, je viens de me réécouter, j'ai fait une erreur au montage. Là, il dit « Je les appuie, ceux qui manifestent. » Merci, M. Brassard. On va en tenir compte que c'est un signal d'alarme. Là. Ça veut dire que les Québécois trouvent que les autorités scientifiques et politiques sont allées trop loin. Les appuyez-vous, les gens qui marchent? Ah, voilà. Ah oui, moi, je pense que c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime que les gens qui sont contre cette décision-là manifestent. Voilà. Alors, à tous ces journalistes là
qui nous cassent les couilles avec les manifestations, qui nous disent que c'est illégitime, ben, on a des personnes qui nous appuient comme Jacques Brassard. On est encore dans une démocratie, il me semble, n'est-ce pas? Geneviève Guilbeault a dit non, faut pas en parler. Hein? Elle a dit ça la semaine passée. Non, faut pas parler d'eux autres, là. Geneviève Guilbeault qui est allée dire ça. Qu'est-ce que vous en dites? Ben là, ça m'apparaît incongru comme décision, comme position. Il me semble qu'on est encore dans un État démocratique et des décisions comme celle-là, je ne vois pas pourquoi on empêcherait, on interdirait les manifestations et on interdirait des propos qui vont à l'encontre de la décision. Vous comprenez là que ce que Geneviève Guilbeault proposait, c'était de suspendre la démocratie, c'est-à-dire empêcher aux gens la possibilité de s'exprimer. Là. Ça, c'était dictatorial comme mesure. Hein? Elle essaie de museler l'opposition. En plus du masque, on essaie de museler l'opposition. Qui alimente ce climat de peur, parce que c'en est un? Est-ce que ça vient d'en haut, François Legault et Arruda? Est-ce que ça vient des médias? Ça vient évidemment des autorités politiques, c'est clair. Mais ça vient aussi de bien des scientifiques. Ça vient aussi des médias. C'est clair que les médias, là, moi, ça me tombe sur les nerfs, là, les messages à répétition concernant le port du masque, puis des messages insistant sur le fait qu'il faut penser aux autres et tout. Je suis plus capable de les entendre. Je vous le dis très clairement, je suis plus capable de les entendre. On dirait que les médias veulent nous confiner davantage. On dirait que les médias veulent nous enlever plus de liberté. Oui. Il dit, c'est exactement ça. C'est les médias qui imposent davantage de mesures coercitives c'est eux qui déploient, qui ont été chargés de déployer tout l'appareil de contrôle social, de contrôle de la pensée. C'est les médias. Ils l'exercent sur la population, mais dès que le politicien, essaie de se trouver une marge de manœuvre, ils s'acharnent sur le politicien pour dire que ça n'a pas d'allure. Ils attaquent autant les politiciens que la population. Bizarre de réaction. Est-ce que vous avez la même perception, M. Brassard? Absolument. Les médias veulent maintenir le suspense et la peur. Les médias veulent maintenir le suspense et la peur. Les médias veulent maintenir le suspense et la peur. Maintenant, je voulais vous montrer... il y a quelqu'un sur Twitter, je pense que c'est Sundance Kid, qui a sorti un extrait d'un clip d'un film, de l'avant-dernier film de Batman, je pense, où est-ce que quand on parlait de placement de produits là, en début de capsule, vous avez clairement l'argument qui est sorti, c'est-à-dire que Batman... Il y a juste un trou sur la bouche. Il n'a pas de masque. Hein? C'est le contraire. Il est comme masqué partout. Et le seul endroit qu'on peut voir, c'est sa bouche. Et là, il y a Robin qui lui dit, c'est-tu Robin ou c'est, je pense, c'est celui qui va devenir Robin, lui dit, il te manque, tu sais, t'as oublié un spot. T'as oublié de cacher ta bouche. Et là, il dit, et finalement, il dit, l'argument, c'est, Batman dit, toi, tu dois porter un masque. Et il dit, Robin dit, j'ai pas peur de savoir que les gens puissent m'identifier, etc. Il dit, tu le portes pas pour toi, tu le portes pour protéger les autres. C'est la même phrase clé qu'on a entendue partout durant le COVID. Tu ne portes pas le masque pour toi, tu le portes pour protéger les autres. Écoutez ça. You missed the spot. If you're working alone, wear a mask. I'm not afraid to be seen standing up to these guys. The mask's not for you. It's to protect the people you care about. Le masque, c'est pas pour toi, c'est pour protéger ceux que tu aimes. C'est exactement ce qu'on nous dit avec les arguments pour le COVID. Et c'est aussi exactement les arguments qu'ils vont développer pour le vaccin. Le vaccin, vous allez le prendre. Pas pour vous. C'est toujours comme ça qu'ils nous ont, les mondialistes. Hein? Ils nous ont par
notre empathie, notre faiblesse. C'est toujours comme ça qu'ils font rentrer les arguments. Donc, vous allez prendre le vaccin pour protéger les personnes autour de vous. Alors, présentement, ils appliquent ces arguments-là avec le masque, ils testent avec le masque, et ils regardent qui dit quoi, quels sont les contre-arguments, et après ça, ils se préparent un argumentaire pour le vaccin qui sera obligatoire. Le vaccin, c'est certain qu'il va être obligatoire, puisque si le vaccin n'est pas obligatoire, les compagnies pharmaceutiques vont perdre des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Déjà que Donald Trump aux États-Unis, avec les dernières dispositions, fait baisser le prix des médicaments de 50, 60, 70 %, donc il coupe dans les profits des pharmaceutiques. Là, maintenant, si le vaccin n'est pas obligatoire, là, il y a à craindre pour beaucoup de compagnies, j'en suis sûr. Alors, vous voyez comment ils opèrent. Donc, c'est toujours du placement de produits à long terme, des choses qui restent dans la tête, de sorte que ça, c'est subliminal, c'est-à-dire que c'est rentré, c'est à quelque part dans votre cerveau. Vous vous en rappelez pas. Il y a ça, il y a le truc upload, comme j'ai dit. Hein, il y en a. Et après ça, quand l'argument arrive une deuxième fois dans la réalité, quand c'est le média ou quand c'est l'expert, le spécialiste à la télévision qui le dit, il y a une connexion neuronale avec ce que vous avez entendu précédemment, ce que vous avez vu précédemment, qui crée de la cohérence cognitive. Ça n'arrive pas. Il ne faut pas que les gens ont tendance à rejeter les arguments auxquels ils sont confrontés pour une première fois. Quand on voit quelque chose de nouveau, en général, c'est non. C'est comme ça que les humains opèrent. Quelque chose de trop nouveau, de trop soudain, c'est non. Mais si le produit a été placé préalablement, cognitivement, ça passe beaucoup mieux. C'est comme ça qu'ils opèrent. C'est de la psychologie cognitive. OK? Alors, ils l'ont fait de même. Et ils opèrent aussi de façon graduelle. Rappelez-vous toute la saga de l'argumentaire de François Legault sur le masque. C'était clair que le masque allait être imposé éventuellement dès le début de la pandémie. Mais François Legault, en bon père de famille, disait oh merde! J'ai perdu le... Ah shit, je viens juste de le perdre. En tout cas, François Legault disait, au début de la crise, il disait, est-ce que je peux le faire en pareil? En tout cas, il disait, je ne suis pas pour le masque obligatoire, je suis contre le masque obligatoire. Je viens juste de le faire disparaître, là. Vous pouvez le réécouter. Il dit, je suis contre le masque obligatoire. Et qu'est-ce qui se passe quelques mois plus tard? Le port du masque obligatoire, très sérieusement envisagé. Legault pas fermé au masque obligatoire. Et là, tu vois, ça c'est la version intermédiaire. Et la troisième étape, c'est le masque est obligatoire. Donc, il commence la saga en disant « Non, le masque ne sera pas obligatoire. » Est-ce que c'est ça ici? Voilà, oui, je l'ai retrouvé. François Legault n'est pas en faveur du masque obligatoire. Ça, c'était, je pense, en avril ou quelque chose comme ça, peut-être en mai. Après ça, au mois de juillet, début juillet, ça c'est au début juillet, le port du masque obligatoire, très sérieusement envisagé. Legault, pas fermé. Et puis finalement, après ça, il l'applique. Alors, c'est comme ça qu'ils vont opérer aussi pour le vaccin. OK? Donc, le vaccin ne sera pas obligatoire. Je pense que c'est ça qu'Arruda a dit. Après ça, Legault envisage peut-être certaines mesures de vaccination obligatoires. Puis finalement, ça va être obligatoire. Comme en Australie, où est-ce que c'est obligatoire? Je vous montre le clip. Et ça, c'est un clip, c'est arrivé récemment sur le Twitter, mais je pense que c'est un clip de 2019 ou 2018, parce que l'Australie, ça fait longtemps qu'elle travaille sur la vaccination obligatoire. C'est un pays comme semi-totalitaire, là. Et je vous fais écouter le responsable de la santé publique italienne qui dit essentiellement que si vous ne prenez pas le vaccin, vous ne recevrez pas votre paye, vous ne pourrez pas voyager, etc. Dans un pays démocratique, vous comprenez? Est-ce qu'on est réellement en démocratie? Have absolutely no doubt about that. But there will be strong, I suspect the majority of Australians will get vaccinated, and there will be a strong public view that those who choose not to get vaccinated need to, there needs to be some sort of incentive stick, perhaps. Alors, il dit, ceux qui ne voudront pas se faire vacciner, on va brandir un incentive stick, là, un bâton incitatoire. The current programs, including No Jab, No Pay, No Jab, No Pay, c'est ça. Tu ne te fais pas injecter, tu ne reçois pas ta paye.
make that happen. So I think that is a very reasonable interpretation of what the PM had to say today. Again, looking at specific things like not being able to go into restaurants, not being able to travel internationally, not donc d'autres mesures comme l'impossibilité pour ceux qui n'auront pas de vaccin d'aller dans des restaurants, de voyager à l'international, etc., etc., etc. Alors voilà, donc vous voyez un peu vers quoi on se dirige avec le COVID. Ça ici, c'est une autre image, une image intéressante. Donc on nous montre, ça c'était Québec Science en octobre-novembre 2019, c'est-à-dire en même temps que l'événement 201 de Bill Gates. Prêt pour la prochaine pandémie, puis on nous montre tout le monde avec des masques en 2019. Quelle coïncidence incroyable. Voilà, en tout cas. Alors, est-ce qu'il me restait autre chose? Je pense qu'on est à la fin du Web Journal de Radio-Québec. Donc, merci à tous ceux qui ont fait des contributions au Web Journal de Radio-Québec. Vous nous permettez de continuer à opérer et de diffuser largement partout dans le monde. C'est vraiment apprécié. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé des confirmations. As-tu reçu le don que je t'ai fait, etc. Généralement, je ne fais pas de confirmation. Je sais, c'est mon gros défaut. Je suis un petit peu autiste là-dessus. Je vais essayer de faire des efforts. En tout cas. Mais normalement, c'est ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir contribué au Web Journal de Radio-Québec. Si vous voulez faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec, Alex Cossette-Trudel, casier postal 32-017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5 sur PayPal, paypal.me/Alex Cossette. Et là, j'ai simplifié le transfert Interact. C'était trop long, alexiscossettetrudel@gmail.com. Il y a cette nouvelle adresse ici là, que vous voyez en bas, alexis@radioquebec.ca. Alors, c'est ça pour les contributions. Je vous invite à écrire là. On va laisser faire l'autre courriel. Les gens qui continuent à envoyer à l'autre courriel, il n'y a pas de problème. Je vais continuer à les recevoir. Mais celle-là ici, on va la garder pour ceux qui veulent nous appuyer. Et on les remercie. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on vous invite aussi à venir nous suivre sur Twitter. Une bataille politique sur Twitter. Je suis sur Twitter la majorité du temps, 50% de mon temps sur Twitter. Je regarde les commentaires sur YouTube et sur Facebook. Sur Facebook, je ne regarde pas le fil d'actualité. Donc, les gens qui publient des trucs, des histoires, etc., je ne vais pas les voir sur Facebook. Je suis sur Twitter. Alors, merci encore une fois à ceux qui nous aident à continuer ce combat. C'est utile, hein? Radio-Québec, on a une certaine utilité publique. Voilà, en tout cas, bien plus que celle des médias qui viennent vous chercher votre argent dans votre poche sans votre consentement. Alors, questions, commentaires? Il est écrit « Fauci plus événement 201 ». Veux-tu nous en parler, s'il te plaît? La plupart des choses que vous voyez ici, Steve, la plupart des choses que vous voyez à l'écran, souvent, c'est des aides-mémoires. Ce n'est pas des choses que j'écris pour vous. Des fois, je me mets comme une image. Par exemple, ici, je me suis mis une image de Facal pour me rappeler d'en parler dans l'introduction. Ce que vous voyez devant moi, c'est pas juste pour vous. C'est comme des bulles de ma tête. Là, n'oublie pas de parler de ci. C'est des aides-mémoires. C'est comme si je pensais tout haut. C'est carrément ça. Alors, oui, tu disais Fauci plus... où est-ce que j'ai mis ça? Où est-ce que c'est Fauci plus... Est-ce que c'est ça ici? Oui, Fauci plus... c'est pour dire... C'était justement pour parler de de la préméditation de la pandémie. Fauci, j'en ai parlé auparavant. Anthony Fauci, le directeur du CDC, avait dit dès 2017, dès l'arrivée de Trump au pouvoir, qu'il allait avoir nécessairement une pandémie dans le mandat de Trump. Il n'a jamais dit ça pour Obama, hein? Il l'a dit pour Trump, par exemple. Fauci qui est contre Trump, là, et qui vient d'annoncer, puisqu'on en parle, là, qu'il n'y aura pas de vaccin obligatoire aux États-Unis. Je l'avais aussi, la capture d'écran. Anthony Fauci, c'est la deuxième fois qu'il retourne sa veste de bord et qu'il laisse tomber l'État profond, comme Robert Mueller avec l'enquête sur la Russie. Il retourne sa veste, il dit qu'il n'y aura pas de vaccin obligatoire. J'ai vu ça dans la presse. Comprenez que là, il y a des gens dans l'État profond au Parti démocrate qui vont se demander qu'est-ce qui se passe avec Anthony Fauci. Et je vous ai dit que Donald Trump ne le renvoyait pas parce qu'il allait s'en servir le moment venu. Probablement pour ce médicament anti-COVID qui va sortir, plus pour dire que l'élection peut avoir lieu en personne, comme j'ai parlé la dernière fois, et 3,
que le vaccin ne sera pas obligatoire. Ah, tu sais, ouais, c'est ça, là. C'est garder tes ennemis près de toi et avec la merde que tu as sur tes ennemis, les contrôler, les retourner pour faire ton jeu. C'est ça, Sun Tzu, l'art de la guerre. Voilà. Événement 201, j'en ai parlé, là. Donc, c'est ça, c'était au sujet de la préméditation. Autre chose. Ça, c'est aux États-Unis, pas de vaccin obligatoire. Hein. Ici, ailleurs dans le monde, là, ce sont les mondialistes qui sont au pouvoir. Ils vont vouloir... tout le monde a intérêt à ce que le vaccin, l'argent va comme ruisseler en bas vers tout le monde, vers potentiellement même, je dis ça, là, vers des journalistes, vers des experts, des professeurs d'université, des médecins qui vont avoir des cotes. Hein, c'est le professeur Perron qui le disait. Corruption, je veux dire, la corruption a atteint un niveau incroyable dans l'industrie pharmaceutique, pas juste dans l'industrie médicale. Et ça, c'est une autre chose que je n'ai pas mentionnée, c'est-à-dire qu'en France, on voit à la télévision. Pourquoi au Québec, on est beaucoup, beaucoup dans la rue, puis il y a comme ce mouvement de mobilisation? C'est parce que, justement, les journalistes sont unanimes. Il n'y a rien, on n'est pas représenté à la télévision. Fait qu'il y a juste la rue et sur le net où est-ce qu'on peut s'informer et se mobiliser. Tandis qu'en France, vous me dites beaucoup, hein, les Français sont pas trop mobilisés, blablabla. Mais c'est parce que vous êtes mieux représentés à la télévision. Il y a des débats à la télévision. On voit Raoult à la télévision. Ici, on ne le voit pas. On voit le docteur Perron à la télévision. On voit le docteur Toussaint, le professeur, c'est le professeur Toussaint. Hein? Professeur Jean-François Toussaint, professeur de physiologie, directeur de l'IRMES. Qui démonte complètement le narratif officiel. J'étais supposé avoir un clip de Toussaint. Il dit des choses très intéressantes. Ils disent que les politiques publiques ne sont plus en contact avec la réalité. Il n'y a pas de dangerosité du virus et on fait des politiques publiques qui sont complètement déconnectées de la réalité du terrain. Et donc, en France, vous avez à la télévision un débat, comme aux États-Unis, pour Trump, là, il y a un débat aux États-Unis sur Donald Trump. Il y a Hannity, Tucker Carlson, Laura Ingraham, etc. Donc, il y a les gens qui peuvent écouter un débat d'idées à la télévision américaine sur Trump. Même chose en France, il y a un débat public sur le COVID en France. Au Québec, il n'y a rien. Ni sur Trump, ni sur le COVID. C'est la dictature, c'est du terrorisme. C'est la dictature intellectuelle. Les journalistes appliquent du terrorisme intellectuel contre ceux qui ne pensent pas selon la doxa. Et c'est pour ça qu'on est dans la rue au Québec. Parce qu'on n'est pas écouté. Et c'est ce que Brassard il dit, hein, aussi. Jacques Brassard. Voilà. Oui, deux professeurs, Toussaint et Perron, deux scientifiques intègres. Exactement. Je ne sais pas quoi penser du vaccin russe. Ah, il faut que je mentionne que dans le dernier web journal, j'ai parlé de Lucien Bouchard. J'ai dit que Lucien Bouchard était sorti en catastrophe parce que ça allait mal, etc. On m'a signalé que Lucien Bouchard, cette sortie-là de Lucien Bouchard, des fois, ça passe vite sur Twitter. Cette sortie de Lucien Bouchard avait eu lieu au début de la pandémie, je pense en mars ou en avril. Donc, ce que j'ai dit pour Lucien Bouchard, c'est essentiellement vrai, c'est-à-dire qu'on sort des boulamites un ancien premier ministre quand ça va mal pour donner de la crédibilité, de la légitimité. Et ils l'ont appliqué au début de la pandémie, quand on a été confinés, puis les gens se posaient des questions, etc. C'est pas récent et donc je corrige là-dessus. Et on corrige quand on l'a tort à Radio-Québec. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Des fois, vous posez des questions. Si je ne suis pas au courant de l'événement, je laisse passer. Je ne peux pas répondre à la question. Quelqu'un qui dit Bannon arrêté. Pourquoi, selon toi? Je n'ai pas vu ça passer. Bannon arrêté. Donc, ça fait une deuxième personne qui dit ça. Oui, il y a des trucs sur Q, justement, intéressants avec Trump. On en reparlera dans un autre web journal. Hein, ceux qui disent... En tout cas...
Where we go one, we go all, exactement. Ouais, les gens veulent que je parle du discours de Trump. Je pense que ça serait mieux de faire une capsule séparée pour ça. Trump, essentiellement, les journalistes, ça fait 2 questions en une semaine que les journalistes posent à Trump au sujet de QAnon. Et là, pourquoi les journalistes, là, ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi, après 2 ans de silence radio total, de silence médiatique total, blackout, et de déformation des informations, etc., de tentatives de torpillage de ça, pourquoi là, puis, je veux dire, les journalistes ne posaient pas la question à Trump, pourquoi 2 fois en une semaine, on essaye de faire en sorte que Trump parle de Q? C'est intéressant quand même. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'ils veulent que Trump valide le mouvement? Puis après ça, il y a comme une opération sous faux drapeau dans le genre un gars qui a un T-shirt Q qui va tirer sur du monde, puis là, Trump est dans l'eau chaude. En tout cas, une chose est certaine, c'est que la réponse de Trump, j'invite les gens à chercher ça, là, vous allez le trouver facilement sur Internet, la réponse de Trump est sans équivoque. Hein. Il a presque dit c'est du bon monde. Puis que quand il dit, la fille dit cannibalisme et trafic d'enfants, etc., vous êtes le sauveur du monde. Il dit, ouais, c'est pas une bonne chose, ça. Il a comme presque validé. Hein. Il a été aussi loin qu'il pouvait. Mais la question, c'est pourquoi le faire à ce moment-ci 2 fois en une semaine? Pourquoi la presse veut que Trump se mouille sur Q à ce moment-ci? C'est ça la vraie question. 51 minutes. Est-ce qu'on a une dernière question? Samedi, je suis à Chicoutimi, mais je ne fais pas de discours. Je viens appuyer les gens. OK? Je viens appuyer les gens. Je viens rencontrer les gens, je viens appuyer les gens. Je veux encourager les manifestations, comme Jacques Brassard. Je veux encourager sur place les manifestations. Même chose le lendemain, dimanche le 23, je suis à l'événement de José Turmel et Éric Duhem, mais je ne suis pas dans l'organisation de l'événement. J'y vais en tant que papa. Et donc, je ne me mêle pas à l'organisation de ça. Je vais juste être présent pour marcher. Je resterai probablement pas très longtemps. Je ne fais pas de discours. Là, je ne suis pas du tout en lien avec l'organisation de ça. J'y vais pour appuyer, parce que j'appuie les manifestations. Là. C'est important de se réveiller avec le COVID, voir... c'est parce qu'on sait ce qu'ils sont en train de nous préparer. Oui, c'est ça, exactement ça. Il a dit qu'il ne connaissait pas le mouvement. Je ne connais pas le mouvement, mais ce que vous dites, ça me semble très bien, il dit à la journaliste. C'est très rusé, hein, il est toujours très rusé dans ses réponses. Il a pris beaucoup d'expérience, Trump, avec les journalistes depuis 3 ans, 4 ans. Là. Oui, c'est ça. Legault va chercher autant d'immigration et on a soit 600 000 chômeurs, c'est ça. C'est-à-dire que Legault a trahi sur toute la ligne. Tout ce qui avait fait sa force au début, il est contrôlé. Là. Tu sais, c'est plus Legault qui dirige, là, c'est le cartel bancaire. Envoies-tu ton enfant à l'école? Oui, mon fils rentre au cégep aujourd'hui. Je pense qu'on dit au collège ou je ne sais pas comment on dit en France, là, au lycée. Mon fils rentre au cégep cette année. Et c'est ça, c'est que c'est différent en fait. C'est-à-dire que ça va être beaucoup. Au cégep, je pense que c'est beaucoup, beaucoup de télétravail. Ils n'auront pas à se rendre en classe beaucoup. Je pense que peut-être 1 ou 2 fois par semaine ou quelque chose comme ça. Le reste, ça se fait à la maison. Ça va être de la télééducation. Et donc, il n'y aura pas à porter le masque, etc., etc. En tout cas, pas beaucoup, là. Mais, ouais. Ça m'arrange un peu, là. Il y a quelqu'un qui dit, Manon dit, j'aimerais savoir c'est quoi le grand reset. Eh bien, quand on sait que la dette américaine est impayable et que le dollar américain n'est pas viable, étant donné que c'est la monnaie de World Reserve Currency, c'est la monnaie d'échange internationale, etc., il va falloir repenser la totalité de l'économie éventuellement. Il va falloir une nouvelle monnaie américaine et donc repartir l'économie sur de nouvelles bases. C'est un peu ça le reset, là.
va y avoir un reset digital aussi, j'ai l'impression. Il y a le 12 septembre, oui, je pense que c'est ça, il faut que je le mentionne. Le 12 septembre en France, c'est la rentrée pour les manifestations. Et là, il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que tu viendrais en France? Est-ce que tu viendrais en France pour le 12 septembre? Je pense que c'est peut-être prématuré pour venir en France. Mais je vais transmettre les vidéos et on va faire le suivi. Quoi d'autre? Une dernière? Je dis toujours ça, un 12 septembre en France. Donc, surveillez les sites où on parle de manifestations le 12 septembre en France. C'est le temps de reprendre la rue. Il y a eu cette pause COVID. On sait maintenant que c'est une arnaque pour potentiellement même, comme le disait le président de Biélorussie, briser le mouvement des Gilets jaunes. Il l'a dit, le président de Biélorussie. Il dit c'est pour briser le mouvement des Gilets jaunes. Et ils ont essayé avec Notre-Dame de Paris. Biélorussie claque, la vérité est sortie de sa bouche. Et là, c'est la rentrée donc pour les manifestations le 12 septembre en France. Allez, est-ce qu'on se laisse là-dessus? Merci encore à ceux qui ont fait des contributions. Je vous remercie personnellement, sincèrement, du fond du cœur. Et on se donne rendez-vous peut-être en début de semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. À bientôt.